On abandonne Desrues et son album 1979. Nous en étions quasiment au bout. Je vous ai laissé une demi-heure. Et ouais, le temps des retrouvailles avec Rémi Lasource qui est mon invité ce matin. Le temps, je dois bien vous l'avouer, de boire un café et de manger une ou deux madeleines. Plutôt les bienvenus. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-C. Ça va? Bien installé? Très bien, merci. Donc du coup, ce matin, on se revoit, on va dire. Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, donc tu es écrivain made in Limousin, et tu oscilles entre polar, thriller noir et littérature romantico-fantastique limousin. C'est ça, exactement. Tu écris depuis un certain nombre d'années, tu es édité. Lors de ton dernier passage, on a même eu le plaisir de faire gagner quelques livres que tu avais ramenés. Une nouveauté, une sortie, quelle est ton actualité depuis ton dernier passage? Écoute, on avait parlé effectivement d'une trilogie fantastique qui se déroule en Limousin. Et le tome 2 vient de sortir il y a à peine 2-3 semaines de cela. Donc c'est la raison pour laquelle je te propose de faire gagner au moins le tome 1 de cette trilogie qui se passe en Limousin. Des veines dans le granit. Exactement. Alors effectivement, tu disais que j'avais deux univers d'écriture, en tout cas littéraire. Et du coup, j'ai un petit peu deux types de lecteurs qui me suivent, qui me contactent via les réseaux sociaux. Alors, je suis obligé de les citer quand même. Par exemple, je vais avoir ma mère, qui est plutôt une lectrice qui aime la littérature classique anglaise, de Jane Austen à Oscar Wilde, qui aime beaucoup le théâtre classique français, qui va adorer justement l'univers sombre. Des thrillers noirs qui se déroulent en banlieue, ultra violents, etc. Ouais, ça fait pas trop dans la dentelle, hein? Non, ça fait. Ouais, c'est bien. C'est ça. Alors, je suis très surpris. Alors, ma mère aime bien cette ambiance-là. Sanglante. Assez sanglante. Et inversement, mon univers un peu plus poétique qui se déroule, un peu plus mystique aussi, poétique, qui se déroule en Limousin, fantastique, va plaire plus à, par exemple, ma belle-mère, du coup, qui est originaire du Limousin, qui retrouve tout le plaisir et tous les paysages qui font le charme de cette jolie région. Alors, des veines dans le granit, on suit les aventures, puisque c'est des aventures donc d'un jeune garçon, Clément. C'est le petit parigot qui vient en vacances dans le Limousin. Il est logé chez sa grand-mère, Marie-Claude, qui... elle cache des trucs, Marie-Claude. Elle est un peu chelou quand même. En fait, Marie-Claude, en réalité, c'est sa voisine qui est qui a une réputation de sorcière. Et du coup, Clément, en voulant l'espionner, se rend pas compte que c'est elle qui l'attire dans ses filets, dans ses pièges, et elle va l'initier à son insu. Voilà, et donc après il se passe des choses. Donc du coup, cette trilogie du granit, s'il y a un tome 2, c'est que le tome 1 a rencontré un certain succès. Oui, alors il commence un petit peu, il faut lui donner sa chance. Et le tome 2, en réalité, j'ai déjà écrit quasiment toute la trilogie. Je cherche une bonne fin qui soit une ouverture. Et oui, ça marche un petit peu. Et puis ça va décoller, en tout cas, j'espère bien. Et l'idée, c'est qu'on va travailler sur 3 générations. Donc Clément réalise un petit peu une partie de son destin dans le tome 1. Le tome 2 concernera sa fille qui s'appelle Alice. Et le tome 3 concernera donc son fils et le frère d'Alice qui s'appellera Alban. Voilà, donc il s'agit de dresser un univers un petit peu qui est dans les coulisses du monde réel qu'on connaît, un petit univers parallèle qui est aux sources de nos religions, en tout cas des religions monothéistes et aux sources des religions polythéistes aussi, en revisitant ce que sont les grands caractères de ce qui fondait la royauté autrefois, donc qu'on appelle aujourd'hui les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire le pouvoir de rendre la justice et aussi le pouvoir de guérir. Souvent, on attribue au roi le pouvoir de guérison. Et là, on se rend compte que Clément, en se laissant entraîner par cette vieille sorcière,
Clément découvre que des gens en lien avec des forces primordiales dans la nature, comme ça, ont des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de communiquer un petit peu avec les animaux, et sont là pour rétablir une certaine harmonie à partir du moment où ils ne deviennent pas égoïstes, où ils ne sont pas possédés par leur propre... Ils continuent à respecter la terre, quoi. Voilà, c'est un petit peu libellé comme ça. Oui, voilà. C'est très... j'ai envie de dire que c'est fantastique terroir, mais c'est pas... je veux dire, c'est pas dégradant dans ma bouche en disant terroir, au contraire. Oui, non. Et puis d'ailleurs, on sait que ça se passe dans le Limousin. Si ma mémoire est bonne, il y a même un moment une description où il est dans le train. On sait qu'il passe par les monts d'Ambazac. Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, on est dans la fiction puisque tu as mélangé certains trucs. Il y a un château. C'est ça. Alors on se dit, tiens, de quel château il parle? Puis en fait, c'est un château qui voilà, c'est ça. C'est là où on a du réel made in Limousin tout en ayant de la fiction. Voilà. C'est ça. Il y a les vestiges d'un château où tout se passe. En fait, c'est un château que j'ai appelé Malmort. Mais il n'existe pas, il est quelque part dans une forêt du Limousin. Bon, ça se passe aux alentours de Dournazac, mais avec des paysages de Creuse. Enfin, on trouve... j'ai envie de dire que c'est un mélange. Là, on rentre après dans mon univers. Voilà, on n'est pas non plus exactement sur une carte hygiène, quoi. Non, c'est ça. Exactement. Alors, du coup, la trilogie du granit, qu'est-ce qui t'a en premier vraiment inspiré ça? Toi-même, étant enfant, tu venais dans le Limousin? Non, pas du tout. En réalité... j'ai envie de dire que c'est un petit peu le fruit des lectures. Comment dire, on va retrouver un peu de Vincenot. Ceux qui ont lu Vincenot, c'est un écrivain qu'on lit plus tellement aujourd'hui, qui faisait toujours parler des druides qui traînent comme ça un petit peu avec les bâtisseurs de cathédrales et qui essaient d'amener un petit peu de celtisme dans la construction et dans la religion chrétienne. Donc ça, on va le retrouver. Et puis il y a de vieilles croyances, en remontant jusqu'aux hommes préhistoriques, quand on se promène en France et qu'on voit des dolmens ou des pierres levées, des menhirs, on se rend compte que quand on s'intéresse, que les gens croyaient en certains, j'allais dire, les courants telluriques. Voilà, le magnétisme à cet endroit. Ça, exactement, voilà. Donc voilà, je suis parti de tout ça en me disant qu'il y a quelque chose qui se cache derrière les religions, quelque chose de plus ancien, qui remonte des entrailles du sol et qui a une valeur fondamentale, etc. Alors effectivement, c'est fantastique. Moi, je ne sens pas les veines dans le granit. En tout cas... j'ai pas ce pouvoir-là, en tout cas. C'est fantastique, tout en étant... Alors, c'est pas du tout péjoratif, dont je vais le dire, mais moi, à ma lecture, c'est un peu contenu aussi dans le fantastique. On passe pas dans un 100%... voilà. Enfin, un gros délire fantasmagorique. En fin de compte, on va... Avec des dragons et tout. Enfin, voilà. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On reste quand même assez ancré dans une réalité, quoi. C'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Du coup, dans le cycle 2, on va un petit peu progresser malgré tout. Parce que je m'amuse, alors j'aime bien les mythologies, j'aime bien un petit peu les religions, enfin j'aime bien tous ces grands récits, tous les grands récits de l'homme en général, ça m'a toujours intéressé. Et on va évoluer vers... ce qu'on appelle l'animisme, en fait, c'est notre vieux sentiment religieux primitif, qui est hérité de nos instincts. C'est la croyance en une force vitale qui anime les êtres vivants. Par exemple, quand on voit la foudre tomber, on pense qu'un dieu est en colère. On trouve ça. Les gens d'aujourd'hui, les gens, je veux dire les Européens, on est très marqués par les religions monothéistes. Mais quand on regarde les autres cultures, les orientaux, ils ont gardé ce polythéisme. On trouve ça, le shintoïsme par exemple, pour tous ceux qui lisent les mangas ou qui ont vu Mon voisin Totoro, c'est un esprit qui vit dans le camphrier. Les yokai watch sont des kami en réalité, sont des esprits. Un dieu
pour tout quasiment. Voilà, il y a des vies, il y a des voilà. Et quand il y a des catastrophes naturelles, et ben parfois, chez les Chinois, les tsunamis, les tremblements de terre, ce sont ni plus ni moins que des dragons qu'on voit pas, qui sont dans les coulisses du monde, qui se déplacent et qui créent dans leur remous des catastrophes. Et les humains sont comme des petites fourmis et doivent s'adapter à ça. Donc dans le tome 2, je commence un tout petit peu à gravir une marche et à m'intéresser à ce qui se cache dans l'invisible. Voilà. Donc Clément commence à remonter le fil de cette religion. Il a acquis certains dons de clairvoyance et il commence un petit peu à progresser. Donc ça commence avec le cycle 2 et l'apprentissage de sa fille qui aura un don plus précoce que lui parce qu'elle sera issue de la 2e génération. Il y aura tout un apprentissage à faire autour de ça, autour d'un monde très vivant. J'ai envie de dire que j'essaie de modestement réenchanter le monde. Voilà. Voilà. En tout cas, dans le tome 1, ça marche, hein, quand même. Hein, alors oui, cette espèce d'enchantement, et puis il y a un petit rappel des fois. Je sais pas trop comment le dire, mais des fois j'ai l'impression que tu veux nous dire attention, ce genre des fois d'attitude, c'est peut-être pas forcément. En tout cas, vis-à-vis de tes personnages, certains ont des attitudes qui sont plutôt mal perçues par la planète, ou l'environnement dans lequel ils sont, et il y en a d'autres qui sont plutôt favorisés. Et voilà, je repense, je crois que c'est au début, il y a le chasseur oui, alors effectivement, il tue des animaux alors qu'il devrait pas. Du coup, il est puni, grosso modo. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est sur les braconniers. D'ailleurs, le cycle 2 commence aussi là-dessus. Le Clément apprend sa fille à dire les chasseurs sont des gens bien, les braconniers, il faut s'en méfier parce qu'ils ont tendance à tomber dans la démesure. Là, on est dans l'héritage un petit peu de la sagesse grecque, hein, dans ces mythologies. Souvent, les grands récits mythologiques sont là pour nous donner des petites leçons de vie et de nous mettre en garde contre certains comportements. Dans la religion chrétienne, c'est les 7 péchés capitaux. Mais là, c'est pareil. Clément, ou j'ai envie de dire la nature, se venge quand l'homme tombe dans la démesure ou qu'il tombe dans un grand péché d'orgueil et qu'il a un comportement répréhensible. Voilà, il brise cette espèce d'harmonie qu'on peut imaginer immanente comme ça, une harmonie qui prévaut. Et à partir du moment où l'homme se met au-dessus ou sort de sa propre condition pour devenir boulimique, tuer pour le plaisir ou amasser et détruire, il doit s'attendre à quelque part subir un châtiment. Alors c'est très, j'ai envie de dire, c'est un peu les histoires qu'on raconte aux enfants, mais quelque part, rien n'a changé avec des adultes. C'est ça. En simplifiant, c'est ça. Exactement. Quelque part, les histoires sont toujours les mêmes parce qu'on fait toujours aussi les mêmes choses, Voilà. Ok, du coup, donc une trilogie donc sur 3 générations. Il y en aura pas 4, tu l'as dit. Tu réfléchis à une fin qui soit une ouverture, effectivement. Donc le premier tome, donc on va essayer de faire gagner. Aujourd'hui, c'est un gros roman, que moi j'aime beaucoup. Je veux lui donner sa chance. Je le répète, sur la période d'écriture, c'est important parce que j'ai parlé du coup de ce qu'aimait ma mère, les thrillers noirs et sanglants, et ma belle-mère, ce qu'aimait justement ce truc de Limousin. En fin de compte, ce livre, j'y tiens beaucoup, le tome 1 qu'on va faire gagner, parce que je l'avais écrit alors que mon épouse était enceinte de mon 2e enfant, qu'elle ne pouvait plus marcher et que c'était un été assez chaud. J'étais avec mon grand garçon, fallait que je l'occupe, donc on partait le matin et l'après-midi marcher, on traversait des champs, on marchait au bord de la rivière, on découvrait des prés pleins de chardons, on s'envolait des nuées de papillons, et on écoutait comme ça le roulis de l'eau sous un grand ciel bleu étouffant de canicule, et on regardait les buses qui quadrillaient le ciel ça, et j'ai envie de dire, ça marque pour moi un moment important dans ma vie où j'attends mon 2e enfant et où j'emmène mon premier enfant comme ça visiter une nature sauvage, comme ça on faisait attention aux serpents, on traversait la rivière, on marchait comme ça sur des grosses pierres, et tout cet univers-là, j'ai envie de dire,
toute cette émotion-là, je l'ai retranscrite dans le tome 1 des Veines dans le granit. Donc il y a vraiment quelque chose de il y a vraiment lyrique. Il y a vraiment ça où on suit Clément, et donc c'est des passages assez descriptifs et qui nous parlent bien des émotions qu'il ressent, ce goût de l'aventure, de l'émerveillement, ne pas céder aussi à la peur par moment ou à la panique quand on est tout seul, un peu à la nuit tombée. C'est ça, c'est un livre sur l'apprentissage, c'est sur pas une leçon de vie, mais c'est quelque chose qui parle de des découvertes. Bon, ça, c'est certainement adressé à mes enfants, hein, je me rends compte, même s'ils sont trop petits pour le lire, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Alors le tome 2 sera un peu plus sombre parce que en réalité, je l'ai écrit dans la foulée, on était en plein hiver et j'avais envie, donc le tome 1 est très solaire, j'ai envie de dire, c'est quelque chose, il est vraiment porté sur l'amour, sur la découverte, tout va bien. On acquiert des responsabilités, on apprend à avoir de l'autorité ou des responsabilités. On a une histoire d'amour aussi. On a une belle romance. On a une belle romance. Et j'ai envie de dire que la suite, il fallait faire un petit peu différent, tout en renouvelant un petit peu toujours dans les rites fantastiques. Et le problème, c'est qu'on va avoir une jeune fille qui va tout faire pour être heureuse et qui va être confrontée à la dure réalité du monde des hommes, et qui va devoir défendre ceux qu'elle aime alors qu'elle veut rester dans son coin, dans son univers, dans sa forêt. Et du coup, elle va devenir plus dure, plus sombre, et avec le risque de céder, d'utiliser ses propres capacités à ses fins, à sa colère. Alors, c'est pas Dark Vador, mais il y a quelque chose, il y a toujours quand même une leçon de morale derrière sur ce qu'on est, comment on doit se comporter, etc. Trouver le point d'équilibre. Voilà. Pour terminer sur cette partie, j'ai envie de dire vraiment consacrée aux Veines dans le granit, est-ce qu'il y a des références, oui. des clins d'œil? Je m'en suis rendu compte après, en réalité, c'est que alors oui, il y a des références complètement assumées, mais quand on est petit, on regarde plein de films, et puis certains films nous marquent, on s'en rend pas compte, on les oublie, et puis quand on se retrouve dans des processus un peu créatifs comme ça, on a des héritages qui apparaissent. Alors le premier que je voulais citer, peut-être le moins important, mais quand même, c'est un vieux film de 1980 qui s'appelle Excalibur, un film de John Boorman qui reprend la légende arthurienne. Et en fin de compte, c'est un film qui est tiré d'un roman de Thomas Malory, qui est un chevalier anglais qui s'est retrouvé enfermé dans le sud-ouest, en Armagnac, à une époque où les Anglais reculent de France. Et la chevalerie tire à sa fin parce que c'est l'arrivée de l'artillerie, des pistolets à poudre noire. Et Malory, qui est emprisonné, essaie de magnifier la chevalerie anglaise et réécrit un petit peu toute l'histoire d'Arthur et de Merlin. Mais ce qui m'intéresse dans ce film, qui est tiré de ce roman, c'est que, alors déjà, toute la musique, c'est toutes les ouvertures de Wagner. Quand on voit Lancelot, c'est tout sur Tristan et Iseult de Wagner. On a du Karl Orff, le Carmina Burana. Enfin, je veux dire, c'est un film qui a vieilli. Ça fait sourire mon fils. Oui, je le connais, le connais bien. Il a vieilli à l'image, mais le propos est plus que noble. Voilà. Il garde un souffle épique quand même. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la fin aussi de la vie de Merlin. Merlin, il est en symbiose avec les esprits de la forêt, donc tout ce qu'il y a dans les veines dans le granit. Et en même temps, arrive le temps des hommes et du Christ avec la quête du Graal. Et la quête du Graal commence quand meurt Merlin et que le royaume d'Arthur dépérit. Et on a la fin un peu de cette culture celte et l'arrivée du monde chrétien. J'ai envie de dire la fin des esprits profanes de la forêt. Et arrive un moment, donc c'est tiré, en fait je l'ai écrit sans m'en rendre compte, un moment quand Merlin, quand Uther Pendragon, le futur père d'Arthur, veut coucher avec Yerne de Cornouailles, Merlin lui donne l'apparence du mari légitime qui est en train de mourir au combat, qui est son ennemi, et Uther Pendragon prend l'apparence du mari
et vole un petit peu comme ça sur une mer de nuages. Et Merlin dit: j'ai invoqué le dragon, j'ai réveillé le dragon, le souffle du dragon, avec cette idée que dans le sol, sous terre, vivent des bêtes formidables, fantastiques, et que elles peuvent appuyer, enfin Merlin en tout cas cette capacité d'être en lien avec elle. Et donc malgré moi, dans le Limousin, quand il y a le brouillard, etc., il y a Marie-Claude qui enseigne ça à Clément, qui l'enseignera à sa fille. Quand le brouillard se lève, c'est ou que la terre rêve, ou alors que c'est le souffle du dragon, que quelque chose s'est réveillé et fait attention aux hommes, voire et peut-être même sur le point de rendre une sentence. Voilà pour les influences du film Excalibur. Bon voilà, moi j'en ai gardé l'ambiance magique des forêts et puis le caractère sacré qu'on peut trouver. Ouais. Voilà. Donc la brume limousine, c'est le souffle du dragon. ça vient d'Excalibur. Il faut citer ses sources, après tout. Tout à fait. Ensuite, écoute, une très très grosse, même référence à Blade Runner. Alors c'est pareil, c'est un film, tout le monde connaît l'histoire. Je pense que c'est pas la peine de trop le détailler, mais malgré moi, ce film m'avait déprimé quand j'étais collégien et m'a énormément marqué en même temps. Et tout le monde connaît à peu près l'histoire, surtout le final. Alors le final, je le connais par cœur. Mon fils lui-même le connaît. Je le mets sur YouTube. Arrive un moment, c'est quand cette espèce d'humain génétiquement modifié décide de sauver le policier qui a tué tous ses amis, qui le traquait, etc. Comme l'humain génétique, le répliquant, on va l'appeler comme ça, génétiquement modifié, sans la mort venir, il décide de sauver contre toute attente le policier qui voulait le tuer. Et il a, à un moment, il lui donne comme ça un testament de vie. Et il lui explique, en gros, je vais pas le relire, mais en gros, tous les moments qu'il a connus, toutes ces éternités, ces moments importants, sublimes, se perdront dans l'oubli comme ces larmes dans la pluie. Alors, les larmes dans la pluie, ça fait l'objet du dernier chapitre du tome 2 du cycle d'Alice, et c'est aussi surtout le testament de vie de Marie-Claude au moment où elle meurt et où elle transmet un petit peu sa philosophie de vie à Clément, qui est son apprenti en réalité. Et donc Blade Runner, très très grosse référence pour moi, que j'ai complètement sorti du milieu urbain et que j'ai transposé dans un univers de rivières et de collines. Mais bon, c'est comme ça, il faut assumer ces références, quoi. Très bien. Et je te propose peut-être une très courte pause musicale et puis on se retrouve pour parler du futur aussi, puisqu'il y a peut-être d'autres choses que de nouveaux livres. Exact. Effectivement. Du coup, ce qui nous accompagne, c'est mon album de post-rock préféré de tous les temps que j'ai choisi pour ta venue, Rémi. C'est Joy Wants Eternity avec l'album You Who Pretend to Sleep. Ils nous viennent de Seattle. Cet album date un petit peu. Il était sorti en 2007. On va écouter le titre qui pour moi résume tout cet album avec un côté justement un petit peu épique. J'ai choisi le titre Yet Onward We March.
Joy Want Eternity avec le titre Yet Onward We March, une des fulgurances qu'il y a sur cet album. Et il y en a beaucoup sur cet album intitulé You Who Pretend to Sleep. Ils nous viennent de Seattle. C'est un album qui est sorti en 2007. Ils ont sorti, c'était leur premier album. Ils en ont sorti un autre derrière qui est tout aussi bien, un tout petit peu un cran au-dessous. Et puis après, plus rien, la vie les a rattrapés. Ils ont des enfants, etc. Et c'est bien dommage, puisque c'est pour moi le meilleur album de post-rock jamais enregistré. Je suis avec Rémi Lasource, écrivain du Limousin. Nous avons parlé de la trilogie dans le granit, sa trilogie fantastique qui se déroule dans le Limousin. Nous suivons Clément qui va devenir peut-être une espèce de médium comme ça. Il va lui arriver quelque chose. Nous allons quitter donc cette trilogie petit à petit pour nous diriger peut-être vers des choses plus actuelles et puis ne pas parler que littérature, ou en tout cas il existe des ponts entre la littérature, la musique, l'image. Rémi, c'est à toi. Oui, alors, j'ai été contacté il y a quelques semaines de ça par deux jeunes réalisateurs, on va les appeler les FGKO, qui viennent de sortir leur premier long métrage qui s'appelle Voyoucratie, qui sort à la fin du mois de janvier. Ouais, et la BO est disponible sur les internets, on tape Voyoucratie, on tombe de suite dessus. Je vous invite à aller la voir aussi puisque c'est un vrai coup de poing dans la gueule. Oui, alors, apparemment ça a l'air de déménager et ils viennent d'obtenir le prix du film, du festival du film de Manchester. Et donc ces jeunes garçons m'ont contacté via les réseaux sociaux parce qu'ils ont adoré Du crépitement sous les néons qu'on a fait gagner lors de ma précédente venue. Donc ils ont adoré ce roman et souhaiteraient en tout cas l'adapter au cinéma, en faire un film. Et ils aimeraient également que je travaille avec eux comme scénariste sur un projet qu'ils ont déjà signé, qui s'appelle La vie en rouge, qui est un film pareil, très sombre, qui se passe dans le milieu parisien. C'est un ex-flic c'est la chute même d'un ex-flic qui s'énamourache un peu d'une escorte étudiante qui va vouloir aider sans être son proxénète non plus. Et voilà, c'est un film très sombre, très crépusculaire sur lequel je travaille depuis 2 semaines Donc moi j'y vois la fin d'une Europe agonisante. C'est pareil, tout à l'heure on parlait de Wagner, donc j'essaierai d'y faire des références en disant que l'Europe technocrate, trop d'argent, trop de prostitution, de luxe, etc. Et j'essaie de la mettre en parallèle avec une autre vision plus orientale, avec un petit chef, avec un petit mafieux, c'est pas péjoratif, avec un mafieux oriental, un chef de réseau comme ça qui sert un peu de miroir face à ce flic qui est en train de chuter complètement. Ouais. Alors, du coup, quand on écrit comme ça, avec une arrière-pensée cinéma, comment ça se passe ? Est-ce que tu es obligé de changer ton écriture ? Est-ce que c'est d'autres personnes qui le font ? Oui, alors écoute, c'est très étrange parce que du coup, on écrit ça à 2. Je commence à écrire comme un roman. Maintenant, je fais de plus en plus de dialogues courts pour les besoins du cinéma. En tout cas, la vision des réalisateurs, c'est que tout passe par l'image, par l'esthétique. Donc ça, c'est quelque chose que je ne connais pas parce que quand on lit, il faut tout expliquer. Ouais. Et eux utilisent ce que j'écris, le réduisent au maximum et le réécrivent en scène, avec des histoires de plans, des trucs. Moi, je suis complètement profane, j'y connais rien. Donc, c'est très marrant. Et du coup, le piège, c'est que moi, je m'attache à l'histoire et aux personnages. J'aurais tendance à vouloir en faire un roman, sachant que, à la base, c'est leur idée, c'est leur projet. Donc, je suis à leur service et c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. J'espère que ces 2 projets verront le jour, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais pour moi, c'est très enrichissant, c'est vraiment sympa. En même temps, s'ils adaptent Du crépitement sous les néons au cinéma, j'ai vu
quelques images qui les inspirent. J'ai vu les acteurs auxquels ils pensent. Enfin, ce sera magnifique, époustouflant, parce que ils ont l'air d'avoir du talent, ces deux jeunes là. Donc j'espère que ça va marcher. Alors du crépitement sous les néons, c'est une histoire courte, donc qui est éditée, on peut la trouver, etc. On l'a fait gagner aussi. C'est une histoire courte d'un jeune qui s'amourache d'une prostituée, et puis il va tenter de la sauver. C'est chaud, ils vont risquer peut-être de sombrer tous les deux. Ouais, c'est ça. Il y a un peu un problème de dope par-dessus pour ne rien arranger. Ouais. Et en même temps, c'est une course folle un peu vers la liberté. C'est l'audace de la jeunesse, donc on est vraiment en banlieue parisienne, c'est dur. Lui, c'est un blanc qui a grandi là, c'est un loser. Sa mère a la cinquantaine, pas glamour. Il aime bien ses copains black ou beurre. Ils se disent, eux, ils naissent en cité, mais c'est des enfants de l'immigration. Moi, je suis un blanc, je suis rien, quoi. Enfin bon. Et donc, il fait des vols violences. Il tombe amoureux d'une Nigériane qui est dans un réseau de prostitution. Et puis, ils ont, à 18 ans, on a cette audace. On pense qu'on peut porter le monde sur ses épaules. Ils ont envie d'y croire et ils décident de s'échapper. Lui, il arrache sa petite amie à ses proxénètes. Ils volent une voiture et ils essaient de partir dans le sud-ouest. Alors, j'avais mis une citation de Nietzsche, du Crépuscule des idoles, en début de roman, qui définit bien l'esprit de ce gamin. C'est Nietzsche dit la liberté au sens où j'entends ce mot, quelque chose qu'à la fois on a et on n'a pas, quelque chose que l'on veut, que l'on conquiert. Et ben voilà, donc ce gamin qui n'a rien avec lui décide de conquérir sa liberté, mais naître à la liberté à un prix. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que quand on veut quitter un monde de violence, un réseau de voyous, parfois on est rattrapé par ses origines ou son... Et donc il va falloir s'émanciper. Peut-être soi-même devenir un monstre l'espace d'un instant, quoi. Voilà, je vois que tu as lu, j'en sais. Ah, j'ai un petit peu lu. On est dans la tradition un petit peu des films noirs, effectivement, c'est très visuel. Il y a beaucoup de nuit, de néons, de tout ce que j'aime, du crépitement sous les néons. Et du coup, on est, ils sont nés pour courir. Je cite Bruce Springsteen maintenant, Born to Run. Je cite mes références. Donc ces gamins-là vont courir pour s'échapper et gagner leur liberté dans une ambiance quand même on cavale. est dans un truc assez cavale, le rythme est assez soutenu. Ah oui, c'est intense. C'est très court, donc c'est assez intense. Il y a une ou deux vraiment, il y a quelques respirations, notamment quand ils arrivent dans le sud, là justement, ça coïncide avec le moment où eux-mêmes ils respirent un petit peu. Ils respirent au bord de l'océan, avant que la vague ne retombe sur eux, quoi. Ouais, voilà. Et non, du coup, j'imagine qu'à l'image, c'est vrai que lorsqu'ils ont dû le lire, ils ont dû suite voir un potentiel visuel assez important, un rythme effréné. Ah oui, ils ont vraiment adoré. Ils m'ont dit. Alors très rapide, très façon. Une grosse start qui va très vite et en même temps. Bien violent, parce que ça bastonne bien, quoi. Oui, alors voilà, donc je sais pas trop ce qu'on peut dire ou jusqu'où on peut aller, mais on est, après il faut dire les choses, donc effectivement il y a de la... C'est assez rock'n'roll, mais par exemple... Moi j'ai bien monté, j'ai bien apprécié ces montées d'adrénaline qui... on est vraiment en même temps que le jeu, parce qu'on suit le jeune, on est un peu comme un œil derrière son épaule. Là. C'est ça. Et donc du coup, des fois, il monte au braquage. Il y va, quoi. Et on a une bonne tension aussi. En tout cas, ça c'est très réussi et on se dit, Oui, ça envoie du lourd. C'est ça, donc c'est la grosse Bertha. C'est la puissance de la littérature qui peut être décuplée, je pense, à l'écran. Eux, ils sont vraiment tombés sous le charme. Ils veulent vraiment en faire un film. Alors moi, s'ils en font un film, je serais hyper ému, très très heureux, franchement. Puis j'ai vu je sais pas s'ils vont pouvoir avoir les acteurs qu'ils voulaient. Enfin là, pour moi c'est Noël. Alors comment on se prépare à ça, puisqu'il y a quand même la possibilité que ils prennent des gueules qui ne soient pas celles que toi t'as visualisées quand tu l'as écrit.
Mais écoute, j'ai envie de dire qu'il faut... C'est un petit peu, je crois que... moi, j'ai beaucoup lu de Jean quand il était jeune, et puis j'avais commencé par voir 37.2. Et Jean explique bien ça, c'est que quand on a fait un film de 37.2, le réalisateur avait sa vision. Et quand on lit le roman, c'est un petit peu différent. Moi, je serais extrêmement honoré qu'on en fasse un film et que les gens qui aient vu un film aillent sur le livre. Ouais. Maintenant, j'ai pas de... Comment dire je sais pas, le film n'est pas tourné, je ne peux pas répondre à ta question en réalité. Et c'est pareil, il y a, j'imagine, l'utilisation de musiques qui ne seront pas forcément celles que toi t'as mis ou pas en scène dans le livre. On en a un peu parlé tous les trois parce qu'il fonctionne à deux co-réalisateurs. Et moi je leur ai dit que s'ils arrivaient à monter ce film sur mon roman, j'aimerais bien avoir un petit droit de regard quand même. Bon, on marche vachement à l'affectif, à l'intuitif, donc on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé de qui on était, d'où on venait, de ce qu'on voulait faire, etc. Et eux, bon, ils ont leur vision, c'est eux les patrons, hein, s'ils achètent le truc, mais bon, ils viendront, ils me poseront des questions. Je sais que ça se fera quand même dans une ambiance de confiance et de amicale en tout cas, parce que là, vu que je planche pour eux sur un scénario, je suis co-scénariste. Sur La Vie en rouge, on travaille, on échange beaucoup, hein, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Voilà. Bon. Super, c'est quand même de bonnes nouvelles, j'imagine, d'être approché comme ça. Ouais, c'est vraiment super. C'est l'avantage, donc je suis édité que depuis un an, et puis c'est bien parce que les lecteurs prennent contact avec moi via Facebook ou Messenger. Et alors j'ai une pensée pour d'autres lecteurs parce que donc le roman qui a le mieux marché, c'est Ressac, qui se passe dans le sud-ouest à Biscarrosse. Et du coup j'ai deux copains lecteurs. Je lui passe le bonjour, c'est Bruno Dufourny, un mec exceptionnel, d'une gentillesse. Alors ce type, c'est un géant, quand on le voit, il se déplie, c'est vraiment le géant avec des yeux remplis de gentillesse, comme s'il avait 2 étoiles à la place des yeux. C'est un mec très riche humainement, qui a eu 1000 vies. Donc je lui passe mon bonjour. Et aussi le patron de la romerie, un mec exceptionnel également, le Cortobar, qui est en Polynésie, là, qui s'est pris 6 mois pour vivre, faire du kitesurf et pêcher. Des mecs tranquilles, quoi. Voilà. Donc une suite de Ressac qui sortira le printemps prochain, j'espère, où on trouvera d'ailleurs ces 2 personnes dans le roman, 2 personnes vivantes qui évolueront au milieu de personnages de fiction. Ce sera marrant. Et pourquoi pas un film plus Alors tard. Ça, est-ce que, j'imagine, c'est toujours délicat. Moi je me dis, si j'écrivais, je pense que j'arriverais pas à ne pas m'inspirer de personnes des fois que je peux rencontrer. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est pas évident à gérer ça? Écoute, alors moi j'ai aucun problème avec ça. J'essaie d'écrire avec dans la mesure où c'est quelque chose d'un peu généreux ou d'intime. Tu donnes ta vision des choses. Dans le cycle 2 d'Alice qui vient de sortir, des Veines dans le granit, j'ai 2 copains d'enfance qui sont tous les 2 instituteurs, enfin professeurs des écoles, et qui donnent un concert d'ailleurs de rock. C'est Fred et Cyril, je leur passe le bonjour également. Et dans le cycle 3 des Veines dans le granit, il n'est pas impossible qu'on trouve un guitariste d'un groupe de post-rock qui s'appelle Parks. Et je crois que c'est je crois qu'il est devant moi d'ailleurs, c'est Jancé. Il n'est pas impossible qu'on le croise dans le Limousin. Non, il n'y a pas de gens, ce sont des clins d'œil. En réalité, on peut mettre des gens qui existent en personnages secondaires. Et puis, je pense qu'il faut écrire avec. Pour moi, c'est de la générosité, c'est du plaisir. J'ai pas d'arrière-pensée. J'ai envie de dire que si j'écris comme ça vient, je me dis que c'est bon. Après, il faut retravailler, il y a de la technique, mais je suis pas calculateur, je suis pas dans un délire comme ça. Je dis ce que j'ai envie de dire sur les gens. Après, si c'est pour dire du mal, je le fais pas, quoi. C'est pas l'intérêt. Oui, voilà. C'est ça, en réalité. Est-ce que tu as le temps de lire toi-même, justement? Mais ça dépend. Pour un peu retourner le miroir, tu vois. Si, je lis, en fin de compte, je lis beaucoup moins que mon épouse ou mon fils,
lisent beaucoup plus que moi, parce que finalement, j'écris pas mal. Et par contre, comme j'ai tendance peut-être à être un peu monomaniaque ou hypersensible, j'ai tendance à cibler un auteur, tout lire, relire, m'imprégner. Je suis pas un grand lecteur en quantité. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai pas de. Du coup, tu essayes de trouver quelqu'un dont la patte ou le style va t'émouvoir. Alors, et donc, du coup, tu vas fouiller là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Disons que si j'aime bien un auteur, je vais essayer de lire tout de lui. Parfois, je vais être déçu par certains de ses romans et tout. Mais je suis quelqu'un d'assez fidèle, comme ça. En littérature, j'ai quelques gros auteurs comme ça que je cite assez régulièrement. Ok, je fais la même, donc je vois parfaitement. C'est ça. Oui, je suis pas un grand lecteur, loin de là, mais c'est vrai que de temps en temps, je tombe sur des choses qui me plaisent, j'accroche, et à ce moment-là, j'y vois un certain style, une certaine manière d'écrire, et du coup, je me dis, j'ai vraiment envie d'avoir une vision un peu de l'œuvre globale de cette personne-là. Du coup, j'essaye de lire l'ensemble de ses livres, et puis après, il y en a des moins bons. Tiens, lui, je l'ai préféré. Parce que, etc. C'est ça, ouais. Moi, je marche. Parfois, je suis ébloui. Voilà, il y a des. Voilà, moi, il y a des. C'est pareil. Alors, la musique, j'y connais rien, mais j'ai pareil avec les musiciens, quoi. J'ai tendance parfois à avoir des coups de cœur. Ouais, exactement. Voilà. Moi, je suis vraiment dans le. Ça, j'adore. Et après, par contre, les trucs qui me parlent absolument pas, je commence un bouquin, je le laisse tomber, quoi. Et alors, c'est l'idée, c'est que parfois, mon épouse, qui est plus grande lectrice que moi, qui lit beaucoup de polars, de thrillers, elle me dit, j'ai lu des trucs, elle dit, j'avais envie de tourner la page, mais je me rappelle même pas de l'histoire. Elle dit, il n'en reste rien. Et pour moi, c'est un signe. Moi, j'ai envie que quand on lise mon bouquin, que ça vous plaise ou pas, vous soyez marqué. Alors, peut-être pas au fer rouge, mais que vous ayez... Qu'il y ait un souvenir. Que les personnages vivent en vous. Pour moi, si vous y pensez, une fois que le livre est refermé, c'est que le job est fait. C'est que vous avez une petite étincelle d'âme là, qui reste en vous. Et c'est le job. Voilà, je reconnais This Will Destroy You derrière moi, non, si je me trompe pas. C'est The End of the Ocean. Ah pardon, The End of the Ocean. Oh là, excuse-moi, je l'ai mis sur les mêmes. C'est du post-rock aussi. Un matinée post-rock oblige. Bien, écoute, on arrive au bout. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose ? On va faire gagner ton livre, donc encore merci d'en laisser un exemplaire à la radio. Merci à toi. Le premier exemplaire de la trilogie d'Even dans le granit. On va faire comme nous avons l'habitude de faire. D'ailleurs, la dernière fois, il y a eu beaucoup de succès. Je tiens à le préciser, puisque on va faire un article sur le site web et puis on va le mettre à gagner pendant une semaine sous la forme d'un type form, c'est-à-dire vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail et puis on fait un tirage au sort aléatoire par internet. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, Rémi, la dernière fois, il y a eu, je crois, le plus grand nombre de participants jamais enregistrés à la radio pour un concours. Donc comme quoi, on a été agréablement surpris aussi. Tant mieux. Merci. Que ça ne soit pas que de la musique ou des places de concert, tu vois, ce genre de choses, c'est plutôt rare, c'est vrai, qu'on ait des livres à faire gagner. Et en tout cas, je suis très content que c'est remporté du succès et j'espère qu'il va y en avoir autant la semaine prochaine. Ah, c'est un super roman. C'est horrible. Du coup, il sera gagné donc toute la semaine. On va faire ça là dans la semaine, la mise en place du jeu concours, et puis on fera un tirage au sort la semaine prochaine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ? Il nous reste quelques minutes. Écoute, si tu me le permets, je pourrais lire un extrait d'Even dans le granit. Exactement. Voilà, donc le moment du solstice d'hiver où Marie-Claude va disparaître, va mourir, et son apprenti la suit un peu comme un chien qui va se retrouver sans maître. Et donc c'est Clément qui parle, qui la suit sur les ruines de Malmort. Donc je commence. Donc, elle chemine jusqu'au bord de la corniche pour regarder l'horizon des forêts où descend lentement un soleil majestueux. Là, elle reste debout quelques instants silencieux. J'entends qu'elle marmonne des choses que je ne peux distinguer. Puis, elle s'assoit au bord du plateau. Derrière elle, le chêne remue sa chevelure au vent, tout doucement. Je sens qu'elle est épuisée, pourtant son visage est radieux. Elle m'accorde un regard et me fait un sourire.
m'autorisant implicitement à l'approcher et à perturber sa retraite. J'observe avec déchirement son visage baigné dans une lumière d'or et qui se brouille parce que je contiens mal mes larmes. Alors, elle me sourit avec un visage dont les traits apaisés me font penser à de la félicité. Donc Marie-Claude parle. Donc on est dans le final de Blade Runner, pour ceux qui connaissent le film. J'ai vu tant de choses, Clément, tant de choses que toi seul oserais croire. J'ai dansé sur d'âpres rochers brûlants sous le quadrillage des étoiles. J'ai marché dans des pluies d'or que le soleil du printemps repoussait, mais que la terre suppliait de, tu sais, c'en est presque une élégante histoire d'amour et qui se renouvelle éternellement. J'ai vu les fondations du granit s'embraser de myriades de couleurs pour appeler les orages à elles. C'était éblouissant, c'était merveilleux. J'ai vu la terre vibrer littéralement à l'approche des tempêtes. Je l'ai vue s'éclairer d'incroyables lumières changeantes, comme un cœur qui palpite et qui répand ses explosions de feu et de glace sous la couche des forêts. J'ai senti les arbres s'en éclairer et leurs sèves frémir. J'ai cru que j'allais mourir de bonheur sous les arcs-en-ciel qu'allumaient les pierres et sous les éclairs que délivrait l'orage. J'ai senti la foudre décharger sa force sur des nœuds qui renvoyaient aux environs toute cette charge céleste. Clément, je te prie de me croire. C'était une fête, c'était un hymne. J'ai tant aimé danser sur les veines du granit qui brillait sous l'orage. Oh, quel ravissement! J'ai même été foudroyé. Mais tu sais, on n'apprend rien qu'on ne saurait expliquer par le langage. On découvre des trésors que l'on ressent, des certitudes. J'ai tenu la lune et le soleil dans chaque main et j'ai fait danser les serpents à mes pieds, ces gardiens des vieux trous du granit. J'ai entrevu des portes à mes pieds, ces gardiens des... J'ai entrevu des portes entre le ciel et les veines du granit... Oh ouais, décidément, je suis enrhumé. J'ai entrevu des portes à mes pieds. Je crois parfois que des dragons dorment sous la terre et que dans leurs rêves, ils appellent leurs frères dans les coulisses des cieux. J'ai chanté si longuement sous la lune, il m'a tant été donné. J'ai tellement été irradié par les courants que je suis devenu moi-même une bête, un être qui relie la civilisation à notre nature farouche, sans remords, sans mauvais rêves, sans frustration, d'une conscience nette comme la rosée de l'aurore, d'une liberté que je te souhaite de découvrir. Je suis d'une pureté sauvage et pourtant si humaine, Clément. Tout ce qui arrive est bon. Voilà, tout ce qui arrive est bon, c'est l'amor fati, une locution latine servie par Nietzsche qui veut dire l'amour du destin ou l'amour de la destinée. Voilà, sa dernière leçon, c'est que tout ce qui nous arrive comme peine ou comme joie est bon et doit être vécu pleinement. Voilà, je suis désolé pour le cafouillage, j'ai une bonne vieille sinusite. C'est pas grave. Merci à toi. Eh ben, je te propose de rester là-dessus. On va laisser défiler ce titre musical que j'ai choisi pour t'accompagner. Et puis, nous, on se retrouve, mes chères auditrices, chers auditeurs, vendredi matin pour la dernière. Et puis, merci d'avoir été là, Rémi, aujourd'hui. Merci, j'en sais. Avant-dernière de la matinale. Voilà. Ciao.